Jonathan, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est une thèse qui, selon vous, effectivement, peut expliquer la baisse qu'on a là et qui pourrait se poursuivre? Alors moi déjà en tant que bitcoiner, moi je pense que Bitcoin, encore une fois, c'est une révolution monétaire, une réserve de valeur et qu'il faut être positionné sur cette classe d'actifs à long terme. Donc pour moi, toutes les évolutions du prix à court terme, finalement, à titre personnel, m'importent peu. Après, je vais évidemment répondre à votre question. Encore une fois, je pense que la théorie de Lilian se tient. Je pense que Digital Currency Group doit éponger ses dettes pour notamment sauver sa filiale Genesis, qui a effectivement plus d'1,7 milliard de dettes. Donc à un moment donné, il faut bien que Digital Currency Group trouve de l'argent quelque part. Donc c'est pour ça que ça me paraît assez cohérent et plausible. Après, personne ne peut en être convaincu. Déjà, c'est très important de parler au conditionnel sur ces hypothèses. Pour répondre à votre question, Amaury, moi personnellement, je pense que il reste encore beaucoup de choses à voir en 2024. Alors évidemment, on a le halving qui va arriver, mais effectivement, ces arrivées de cash et ces sorties de cash sur Bitcoin vont faire bouger le prix, ça c'est sûr. Donc on peut s'attendre à beaucoup de volatilité. Après, de là à dire qu'on est rentré dans un bull run, ou est-ce qu'on est encore en bear market, etc. Franchement, même tous ces débats-là, moi, en fait, me dépassent un peu. Mais en tout cas, c'est clair que l'année 2024 sera mouvementée. Ça, c'est évident. Qu'on n'est pas à l'abri aussi d'un nouveau signe noir. Et qu'il faut, encore une fois, être très vigilant à court terme, mais dans une logique de réserve de valeur, de révolution monétaire. Bitcoin reste la classe d'actifs incontournable. Il faut en avoir en portefeuille. Donc c'est un petit peu mon point de vue sur cette question-là. Évidemment qu'il faut voir le prix du Bitcoin et des cryptos de manière générale à long terme. Là, bon, on est un peu plus court terme là parce qu'on essaie de regarder un peu où est-ce qu'on est dans le cycle. Et c'est vrai que c'est historique. C'est la première fois qu'on a des ETF Bitcoin Spot qui étaient attendus depuis plus de 10 ans. Donc on parle un peu là de cet effet. Mais il y a aussi autre chose, Jonathan, sur laquelle vous vouliez réagir. C'est lors de son dernier passage dans cette émission, plus précisément, c'était les pros des cryptos, le vendredi 19 janvier, animé par Guillaume Sommerer. C'est chaque vendredi en direct à 15h. Claire Balva a déclaré que la comparaison de l'or et du Bitcoin était plutôt hasardeuse, Jonathan, sauf que vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça. Pour vous, on peut comparer or et Bitcoin? Alors, c'est vrai que cette comparaison Bitcoin et or fait souvent débat, surtout au niveau des contradicteurs. Donc, effectivement, le premier d'entre eux, Gary Gensler, qui est le président de la SEC, et forcément, lui, essaie de trouver des arguments pour aller à l'encontre du développement des cryptos et du Bitcoin, même si d'ailleurs, il a bien distingué la différence entre Bitcoin et les cryptos, ce qui est justement un point très positif en tant que Bitcoiner. Mais effectivement, il est toujours sur cette narrative que Bitcoin n'est pas du tout comparable à l'or. Or, je répète, et tout le monde le sait, Satoshi Nakamoto, donc le créateur de Bitcoin, a justement voulu s'inspirer de l'or pour construire Bitcoin. Donc on a en fait comme ça des caractéristiques qui sont évidentes, tout simplement déjà émis en quantité limitée. Il n'y aura jamais plus de 21 millions. On peut estimer qu'il y a une quantité finie d'or, même si effectivement certains diront qu'il y en a encore dans l'espace et que en fait c'est en quantité illimitée. Mais on peut partir du principe que l'or a une quantité finie, en tout cas sur Terre. Ensuite, et ça c'est, je pense, le plus grand atout de Bitcoin, c'est la preuve de travail. C'est-à-dire que c'est une énergie qui n'est pas récupérable. Et pareil pour l'or, donc c'est ce qu'on appelle le minage ou le mining. Donc en tout cas, la preuve de travail, je pense que c'est une similitude très importante entre l'or et le Bitcoin. Donc c'est évidemment aussi quelque chose qui est durable. Mais je vais reprendre aussi une citation d'Yves Chouefati que j'aime beaucoup. En fait, Bitcoin, c'est de l'or en mieux. Tout simplement parce qu'elles ont les caractéristiques identiques que je viens de décrire, mais il y a également aussi des caractéristiques que l'or n'a pas. Bitcoin, c'est divisible, c'est-à-dire qu'un Bitcoin égale 100 millions de Satoshi. Donc, je vous invite à diviser de l'or, à moins que vous y alliez au marteau, etc. C'est pas forcément... on a besoin de personne pour authentifier non plus. Voilà, donc Bitcoin, c'est vérifiable. L'autre point qui pour moi est majeur, c'est le côté transportable. Aller transporter 10 tonnes de lingots d'or ou l'équivalent en Bitcoin qui peut valoir plusieurs dizaines de millions de dollars, Bitcoin, en fait, en un clic, quelque part, vous pouvez transférer de la valeur. Sur de l'or, c'est très compliqué. Et enfin, Bitcoin, c'est
programmable. Évidemment, l'or n'est pas programmable. On l'a vu avec le boom des NFT sur Bitcoin, avec l'émergence des BRC20. Bref, tout ça pour dire que Bitcoin, c'est de l'or en mieux, qu'aujourd'hui, du coup, Bitcoin a encore un potentiel extraordinaire d'aller chercher justement son objectif ultime qui est d'être un étalon monétaire mondial, comme l'était l'or avant la fin des accords de Bretton Woods. Donc c'est peut-être ça où on peut être d'accord avec Gary Gensler. On n'en est clairement pas là, mais il faut investir dans Bitcoin, investir dans ce potentiel, dans le potentiel de devenir un jour un étalon monétaire mondial et pourquoi pas aller toucher le $1 million comme beaucoup l'espèrent. Toujours dans cette comparaison hors Bitcoin, il y a une méthode appelée le stock to flow. Donc c'est un ratio pour aider à valoriser certaines matières premières comme l'or. Est-ce qu'on peut utiliser cette méthode-là pour valoriser le prix du Bitcoin au même titre que le prix de l'or? Alors, bon, déjà, très rapidement, le stock to flow. Donc oui, rappelez ce que c'est. C'est une méthode qui est très connue, encore une fois, pour évaluer le prix d'une matière première, donc notamment de l'or. C'est tout simplement la capacité d'avoir un stock, la division, entre le stock actuel et justement la création de nouvelles unités tous les ans. Voilà, donc ça c'est le stock to flow, donc c'est tout simplement une division assez basique. Et effectivement, sur l'or, on voit que... et donc le but de ce ratio, c'est d'être le plus élevé possible. Et on voit que sur les 20 ou les 30 dernières années, finalement, le stock to flow de l'or est autour des 60. Et donc, pour vous donner quelques chiffres, par exemple, en 1973, on avait 90 000 tonnes de stock d'or, avec une création annuelle autour de 1500 tonnes par an, donc ce qui donnait un stock to flow autour de 60. Aujourd'hui, en 2023, on est à 200 000 tonnes d'or disponibles en stock, et une création annuelle d'environ 3000 tonnes. Donc on est encore sur des ordres de grandeur de 65-70 sur ce ratio de stock to flow. Après, évidemment, il y a des petits malins sur Internet, donc notamment quelqu'un qui s'appelle Plan B, qui a souhaité utiliser cette formule pour l'adapter sur Bitcoin. Parce qu'effectivement, on peut se dire que compte tenu de la proximité de l'or et du Bitcoin, on pourrait éventuellement les bitcoins déjà en circulation, plus ceux qui sont créés nouvellement. Donc effectivement, sachant qu'en plus cette méthode est extrêmement simple, et pareil, je vais revenir sur quelques chiffres, sachant que, encore une fois, il y a une quantité limitée de bitcoin à 21 millions. Par exemple, lors du dernier halving, donc c'est la création monétaire qui est divisée par 2 tous les 4 ans. Donc en 2020, on avait environ 18,5 millions de bitcoin en stock actuel, et on avait une création d'environ 350 000 bitcoins par an. Donc on était sur un ratio stock to flow autour de 60, donc assez proche de l'or. Après, si on continue sur cette logique de stock to flow, le prochain halving qui aura lieu du coup en avril 2024, donc on sera autour de 19,5-6 millions de bitcoin en circulation, en stock. Ouais. Et on aura une création donc divisée par 2 autour de 165. Donc déjà, ça veut dire que le ratio stock to flow va doubler. Et c'est là où on peut se dire, de manière assez logique, sachant qu'il y aura évidemment encore je ne sais pas combien de halving, mais on pourra aller à un stock to flow à 1000 ou 2000. Donc c'est là où ça n'a plus aucun sens. Donc pour moi, en fait, il faut quand même avoir quelques prudence sur l'utilisation de cette méthode pour évaluer le prix du Bitcoin, même si en tant que Bitcoiner, on a tous envie d'y croire, parce que lorsqu'on suit le modèle de Plan B, on a un Bitcoin à $1 million dans quelques années. Évidemment, on a tous envie d'y croire, mais il faut quand même se méfier de ce genre de méthode. Tout simplement pourquoi ? Parce que si tous les actifs qui avaient une offre décroissante se comportaient comme ça, et en fait le prix irait to the moon systématiquement. Donc ce serait évidemment trop beau pour être vrai, la réalité est différente. Et tout simplement, cet outil est vraiment purement mathématique. Il ne s'intéresse pas finalement aux comportements environnementaux. Et je dirais de manière assez basique, l'offre et la demande. Si demain Apple transforme 50% de sa trésorerie en Bitcoin, il n'y aura pas de ratio stock to flow pour évaluer ce comportement-là. Donc il faut quand même un élément parmi d'autres, évidemment. Vraiment se méfier. Après, il y a la question quand même du halving, où on revient sur est-ce que le halving, justement, contribue à l'augmentation systématique du prix tous les 4 ans. Donc effectivement, on voit, d'après les charts, d'après les graphiques, qu'il y a une corrélation réelle. En général, à chaque cycle, on a eu l'ATH de Bitcoin, donc le niveau le plus élevé, en moyenne est apparu 1 an après le halving. Chaque fois, ça s'est à peu près passé comme ça.
Est-ce que vous pensez, encore une fois, bon là c'est un instant un peu boule de cristal, mais est-ce que vous pensez qu'il y a des chances que ça se reproduise, ce cycle-là? Honnêtement, je pense que ça a marché auparavant, mais ça, je pense que Lilian d'ailleurs a fait un papier sur le sujet, il va en parler juste après. Ça a marché jusqu'à présent. Et encore une fois, on peut aussi dire que c'est une pure coïncidence. En tout cas, je pense que ce phénomène va s'estomper dans les prochaines années. Et de manière assez basique, et ça d'ailleurs on a interviewé Nicolas Chéron qui est un analyste financier sur notre podcast mensuel le Rendez-vous des Stackers qu'on organise tous les mois sur Stackinsat, sur justement son analyse sur le prix. Et clairement on voit que ce qui pilote l'évolution du prix du Bitcoin, c'est les politiques des banques centrales, c'est l'évolution des taux d'intérêt. Honnêtement, le halving, c'est des épiphénomènes sur l'évolution du prix et c'est principalement le comportement des banques centrales qui va, pour moi, guider le prix du Bitcoin dans les prochaines années. C'est-à-dire que plus les banques centrales vont imprimer d'argent, alors mon raisonnement est un peu caricatural, mais globalement, c'est à peu près ça qu'il faut comprendre. Plus les banques centrales vont imprimer d'argent et plus, du coup, la masse monétaire globale va augmenter, plus Bitcoin devient compétitif parce que c'est un actif rare, 21 millions, etc. Et tous les arguments dont je parlais tout à l'heure. En tout cas, si on suit les courbes, encore une fois, attention, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais si on suit les courbes et cette histoire d'ATH qui arrive un an après le halving, théoriquement, si on suit ça, il y aurait potentiellement un ATH vers le mois d'avril 2025. Mais encore une fois, attention, ceci n'est pas un conseil d'investissement, on n'en sait rien. Jonathan, est-ce que vous pouvez nous rappeler très rapidement ce que vous faites chez Stackinsat? Et d'ailleurs, vous êtes en cours de levée de fonds qui se termine dans 6 jours. Donc si ça vous intéresse, il ne faut pas tarder. Jonathan. Oui, alors Stackinsat, on a inventé le plan épargne Bitcoin. C'est une méthode d'investissement qui permet de lisser son point d'entrée sur Bitcoin, donc ce qu'on appelle la stratégie de dollar cost averaging. Le fameux DCA. Le fameux DCA. Donc vous investissez soit à la semaine ou au mois pour vous exposer à long terme sur cette révolution monétaire qu'est Bitcoin en utilisant la caractéristique de réserve de valeur, de protection contre la perte du pouvoir d'achat des monnaies fiduciaires. Donc effectivement, on a lancé notre levée de fonds communautaire, donc avec nos clients. Donc cette levée de fonds a démarré fin novembre. Donc là aujourd'hui, on en est à plus de 825 000 euros collectés. Donc il reste évidemment 6 jours, comme vous le disiez à l'instant, pour y participer. Donc on vous attend évidemment très nombreux, sachant que évidemment nos futurs clients actionnaires seront nos ambassadeurs pour finalement faire la promotion du Bitcoin auprès de leur entourage. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu intégrer finalement nos clients dans cette aventure, sachant qu'ils nous l'avaient demandé explicitement. Et donc 2024 va être une belle année d'investissement pour nous. On ira chercher évidemment l'agrément PSAN pour développer du Mica. On va développer une stratégie marketing web d'acquisition et enfin on va recruter des développeurs pour construire la plateforme de référence sur Bitcoin en Europe. Ça build chez Stackinsat. Le message est passé. Merci beaucoup Jonathan Erskovici d'avoir été avec nous, donc directeur général de Stackinsat. Merci Lilian Aliaga, journaliste chez Crypto. C'est à la semaine prochaine Lilian. Merci de nous avoir suivis. Demain 15h, il n'y aura pas de crypto. Ce sera Christine Lagarde, la présidente de la BCE. On lui laisse la place. Donc prochain rendez-vous crypto, vendredi 15h avec Guillaume Sommerer, les pros. BFM Business, BFM Crypto, le club.